Et je vous propose d'accueillir Emmanuel Obadia, Éric Dadian, Damien Nuitins et Franck Chenet qui vont ensemble alimenter une table ronde. Pourquoi l'expérience client B2B est un ingrédient central dans la performance business. Et pour ouvrir le débat, je vais proposer à Emmanuel de faire une petite présentation. Bonsoir. Je vais reprendre quelques-unes des choses qui ont été dites jusque-là, parce que je pense qu'on voit un peu les choses de la même façon. Et je voudrais vous parler de comment gagner à l'âge de l'économie de l'expérience, qu'on est convaincu qu'on est rentré dans l'âge de l'économie de l'expérience, et je vais essayer de détailler. Mais avant de commencer, vous achetez des produits en ligne ou pas? Ça vous arrive, non? Quelquefois chez Amazon, non? Ça vous arrive? Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez acheté un produit qui avait 3 étoiles ou moins? Il y en a qui l'ont fait? Non. La plupart du temps, vous regardez au moins 4 étoiles, c'est ça? Donc, mettez-vous dans la peau des gens qui vendent ces produits. Il y a un avantage disproportionné pour les gens qui ont acheté, qui ont des produits en vente sur des plateformes de commerce électronique, à commencer par la numéro 1 mondiale, celle d'Amazon, qui ont 4 étoiles ou plus par rapport à ceux qui ont 3 étoiles ou moins. Disproportionné. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous pouvez faire facilement la transition avec la satisfaction de vos clients et avec la valeur de l'expérience là-dedans et de la satisfaction là-dedans. Alors, on va plus loin que juste vendre des produits en ligne. Mais là, ce que je vous montre, c'est l'évolution du cours de l'action, de la valorisation d'entreprise. La courbe en bas en jaune sur 16 années, de 2000 à 2016. Celle du bas, c'est celle du S&P 500, donc des boîtes américaines, les 500 premières boîtes américaines. Et au-dessus, c'est un stock, c'est un ensemble de stocks plus limité d'entreprises américaines qui ont une très forte satisfaction client. Et vous voyez que jusqu'en 2008, bon, ça se détache un peu, mais c'est pas flagrant. Bah alors depuis 2008, c'est la révolution. D'accord? Donc là, ça vous montre que c'est pas juste. Ah oui, ce serait bien qu'on ait une bonne satisfaction client. C'est en fait, ça joue directement sur la valorisation de la boîte, sur la croissance et sur la profitabilité. Et les dépenses autour de l'économie de l'expérience, je lisais Relation Mag récemment et c'était dedans, c'est 8200 milliards de dollars d'ici à 2028. Ça fait rêver. D'accord? Gros investissement. Donc gros enjeu, on est de plein pied dans l'expérience, dans l'économie de l'expérience, à une époque où on a tendance, à part pour prendre des photos, de sortir son portable sans arrêt, et on est géré par des algorithmes. Vous avez rencontré combien d'algorithmes là, depuis ce matin sur votre téléphone? Et c'est ça qui est en train de modeler, formater notre conception en tant que consommateur de l'expérience client. Elle est éduquée par ça et on le prend comme repère. C'est le défi qui est lancé à nos entreprises B2B. Comment on réagit par rapport à ça et comment on veut pouvoir se distinguer et avoir cet avantage concurrentiel qui est la satisfaction client et l'expérience client. Et ce qui a été dit tout à l'heure, je rejoins complètement, il y a des études là-dessous, là, parce que je vais vous faire part d'une étude de Gartner, mais les acheteurs B2B veulent des expériences B2C. Ce sont des individus, ça a été dit. Ce sont des consommateurs qui passent la porte du bureau. J'aime beaucoup l'expression, c'est exactement ça. Et d'après l'étude du Gartner, 50% de ces acheteurs B2B vont être plus enclins à acheter des produits ou des services s'ils ont été engagés avec de l'émotion. On croit rêver. De l'émotion en B2B, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ils reconnaissent à 77% que le cycle est devenu très complexe. La mécanique et le circuit de décision pour l'achat est devenu très complexe. Bah oui, regardez, à gauche, vous reconnaissez, vous avez au moins ça sur une de vos présentations. Vous avez présenté au moins un plan marketing ou un truc avec l'entonnoir. On les met en haut, ils arrivent jusqu'en bas, tranquille. Hein? En fait, ça se passe plutôt comme c'est à droite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prédire sur quel canal, à quel moment et avec qui va rentrer en contact votre prospect ou votre client. Alors évidemment, c'est compliqué de construire des campagnes marketing avec ça. Donc bref, si j'avais plus de temps, je pourrais aller plus loin. Mais l'idée, c'est, oui, on est de plein pied dans l'expérience de l'économie et ce qu'on encourage de faire, c'est de la regarder sous le prisme de 4 grands sujets. Le premier, c'est comment les gens vous découvrent. Donc là, vous ne les connaissez pas encore. Comment ils engagent avec votre marque, comment ils consomment vos produits ou vos services, et enfin, comment vous les servez. C'est assez basique, mais ça a le mérite de rassembler les idées. Et pensez pas marketing, pensez toutes les touches possibles de l'entreprise.
Là-dedans, on voit 3 tendances. Le 3, c'est magique pour les tendances. Donc on en voit 3 aussi. Donc je vais insister sur les 3. La première, mais vous l'aurez constaté comme moi, c'est que les clients sont en charge de la relation aujourd'hui et pas l'inverse. C'est les clients, ce sont les individus qui sont les innovateurs. Ils utilisent tout ce qu'ils ont sous la main pour engager avec les marques. Les derniers trucs qui arrivent maintenant, c'est les interfaces vocales et les chatbots. Okay, donc qu'est-ce que vous faites là pour être adaptable à cet environnement-là? Et vous ne pouvez pas prédire, on a vu ça, et en plus c'est tout canal, et ça peut toucher n'importe quelle partie de l'entreprise, les ventes, le marketing, le site de e-commerce, votre réseau de boutiques, absolument partout. Deuxième tendance, c'est qu'on veut tous être traités de manière individuelle. J'ai beaucoup aimé l'exemple du mailing qui est mal personnalisé parce que vraiment basique, alors qu'en fait il faut le contexte, il faut tout ça. On veut des expériences individualisées. On est mieux à même de répondre dans ce cas-là. Et donc pour nous marketeurs, c'est la folie parce que la segmentation classique, elle vole en éclats. Et on cherche un segment de 1. Un segment de 1, ça ne fait pas beaucoup. Et pour couronner le tout, comme on passe notre journée à sortir 300 ou 400 fois par jour notre portable pour prendre des décisions, en fait, et pour avoir des actions, l'extrême, l'absurde, c'est quelqu'un, je suis sûr que personne dans cette pièce l'a fait, rentrer dans une boutique, voir un truc, prendre son portable, scanner le code produit pour savoir si c'est moins cher sur Amazon. Je suis sûr que vous ne l'avez jamais fait. Donc vous êtes dans un point de vente physique et vous allez acheter sur une plateforme de e-commerce. C'est dingue. La boutique, elle aimerait savoir que ça se passe et ça, c'est un micro-moment et interagir. Donc ça, c'est en B2C, mais en B2B, il se passe la même chose parce que les individus sont les décideurs. Je vous propose de regarder où est-ce qu'on en est en termes de maturité en marketing, en B2B, et vous reconnaîtrez facilement où vous pensez que votre entreprise se situe. La première étape, je pense que vous avez tous passé ce cap, c'est le broadcast marketing, c'est la grosse bagarre entre le inbound et l'interruption de marketing. Je pense qu'on a tous fait de l'inbound, on a automatisé notre marketing, j'espère pour tout ce temps qu'on est, donc on a certainement passé ce cap. Le deuxième, c'était le responsive marketing. C'est-à-dire que là, il fallait prendre en compte le fait que ça vient sur plusieurs appareils, desktop, mobile, machin, etc. Et on voulait pouvoir être réactif. Et puis, on a vu apparaître, et ça permettra de développer plus tard le thème de l'ABM, le besoin de faire du relationship marketing. Et là, cette fois-ci, c'est d'être en conversation, effectivement, avec les individus. Et pour nous, en B2B, ça veut dire prendre en compte l'entreprise à laquelle ils appartiennent et même le cercle de décision auquel ils appartiennent. Et la fin du jeu, c'est vraiment de choper tout le cycle de vie du client, depuis son état de prospect à l'état de client et ainsi de suite, et de supporter cet engagement à vie, on l'espère, au moyen des outils qu'on a évoqués, des démarches qu'on a évoquées. Donc c'est un peu ça, vous savez où vous êtes, probablement, et l'idée c'est d'essayer d'aller vers la droite. Alors, je voudrais qu'on regarde rapidement une petite vidéo d'une boîte qui s'appelle MongoDB, que vous connaissez peut-être, qui est dans l'IT, qui est une boîte de B2B. Si on peut envoyer la vidéo, et vous regardez ce qu'ils ont fait. Avec nous, oui, bien sûr, avec nous. C'est pas grave, c'est surtout ce qu'ils disent. At MongoDB, we are driving digital transformation. How do we help companies leapfrog their competition? How do we help companies innovate? And we do that by giving them the tools and the data that they need to build the next modern application. When I think about our customer experience, I really want, whether you have an impression off domain or on domain in our website or not, it's a similar experience, and that it's frictionless, that you get what you need when you need it. When you're talking to sales, you're ready to buy, and that when you're a customer, you're happy and the product's delivering on the promise that we gave to you at the beginning. It was a natural choice for MongoDB to partner with the Marketing Cloud. There's nothing more sophisticated than Eloqua, and it gives us the flexibility we need to run the different nurture programs, to do the different scoring models that we need. We now have over 30 different nurture programs running based on your persona, who you are, your title, based on the size of your business, based on your industry, and based on your location. There's no other tool that I've seen to get that one-to-one marketing that we need. By having an account-based marketing strategy, we're, one, focusing on who we're going after. Two, once they come in, the velocity of the deal is increasing because we have got the right messages for everyone that's involved. We're engaging with the right targets. We are enabling our field team with the right information. And so it's accelerating the deals and even growing the deals. The success is really that partnership between sales and marketing. I'm excited for MongoDB
There's all this information that allows me to better serve you as a customer. It's just exciting to be part of it. Donc je voulais vous passer cette vidéo, même si je n'avais pas la traduction, mais vous avez capté les messages essentiels, parce que beaucoup de choses ont été dites par cette marketeuse en termes de personnalisation, l'alignement des ventes et du marketing, l'approche ABM et le one-to-one. Donc on a à peu près tous les ingrédients là-dedans, et ce que ça donne comme résultat pour eux. Pour finir, parce qu'on va se dire par quoi on commence, je vous propose le chemin suivant. Et je vais vous montrer que chez Oracle, on a suivi nous-mêmes, pour nous-mêmes, et je serais ravi de répondre à vos questions sur toutes les embûches qu'on a pu avoir et comment on s'en est sorti. Commencez par la donnée. Commencez par avoir un référentiel de profil de vos clients unique qui combine à la fois les données que vous avez dans l'entreprise et tout ce que vous pouvez capter à l'extérieur, qu'on appelle du third-party data, et qui est hautement des signaux et dont ramasser toutes les traces qu'on peut avoir sur les gens sur le digital. Appliquez-y une intelligence, parce que quand vous avez un super data lake avec toutes ces données, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? D'autant plus qu'on veut, rappelez-vous, il faut qu'on agisse en temps réel. Donc là, pas le temps de passer beaucoup de temps à l'analyse, donc il faut avoir un truc qui vous aide à suggérer la prochaine meilleure interaction contextuelle et personnalisée. Et bien sûr, pour pouvoir l'activer, il faut que vos expériences soient branchées dessus. Alors principalement les expériences digitales, mais pas que. Informer quelqu'un qui rentre en conversation avec un prospect ou un client, il faut que lui aussi ait le contexte et puisse avoir les points de discussion. Et sur l'engagement commercial à l'ouverture de compte, c'est plus simple quand on a le contexte et qu'on a déjà la problématique client et qu'on est déjà en contexte quand on veut ouvrir la discussion. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Les exigences clients vont continuer à se développer. Notre idée, c'est que le marketing doit devenir invisible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que tu disais, c'est établir des conversations à l'échelle de milliers, voire millions d'individus, mais complètement personnalisées. Donc ça doit devenir naturel. On ne doit pas sentir que c'est du marketing. Le service, c'est mieux qu'il soit prédictif pour ne pas atteindre des points de frustration avec les clients. Et les ventes doivent se faire là où les clients veulent la faire, c'est-à-dire en digital ou en physique, comme ils veulent, ou une combinaison des deux. C'est ça qui se passe. Donc, pour le faire, commencez par les données, donc un data master. Ajoutez-y dans un enrichissement de données. J'ai beaucoup aimé la question sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on ajoute des données. C'est plutôt en abonnement, parce qu'effectivement, elles deviennent rapidement obsolètes. Que ce soit en B2B ou en B2C, il y a des choses. Ayez une intelligence pluguée dessus avec un DMP, c'est très bien si vous l'avez chez vous, mais aussi un CDP, et que les deux soient connectés. Et enfin, tout le stack qui vous permet d'alimenter les différents endroits où ces interactions vont avoir lieu. Voilà, pour terminer complètement, je vais vous parler en super rapide avant de répondre à vos questions, au parcours d'Oracle dans ce truc-là. Et ça ne se fait pas en 15 jours, vous allez voir. D'abord, Oracle. Oracle, c'est un gros machin. 40 milliards de chiffres, 140 000 collaborateurs, 1500 marketeurs pour 40 000 commerciaux, je vous en passe, c'est des meilleurs. D'accord? Gros machin. Comment on fait dans un truc de cette taille-là? On commence par éclater les silos de données, décloisonnement. On en parlait tout à l'heure. Première étape, mais c'était lourd parce que c'est pas un problème trop technique, c'est un problème plutôt d'agenda à l'intérieur de l'entreprise et différents services. Donc ça, c'était en 2012. En 2014, on y a ajouté les signaux digitaux. Donc tout ce qui est laissé comme trace, l'ID graph des individus, on l'a branché sur cette même plateforme. Et puis en 2017, on a ajouté de l'intelligence prédictive pour essayer de se concentrer plutôt vers les gens qui avaient a priori une meilleure affinité avec notre marque ou qu'on pouvait penser qu'ils l'avaient et avec lesquels on avait de meilleures chances de faire du business. Autant se concentrer là où le business se passe. Et pour avancer, ce qu'on aimerait, c'est que ce truc-là soit toujours actif. Je voulais aussi partager avec vous quelques résultats sur 3 exercices fiscaux. Les exercices fiscaux chez nous se terminent le 31 mai. Donc là, ça va jusqu'à 31 mai 2018. 10 fois plus d'interactions, 60% plus de demandes et 17% d'événementiel en moins. Ce qui fait beaucoup plaisir à nos équipes marketing. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai été un peu plus long que je ne pensais. Et maintenant, place aux échanges. Merci Emmanuel. Avec plaisir. Il y a une chose qui me frappe à travers ce que Artus a dit, à travers ce que tu viens de dire, Emmanuel. On a souvent tendance à sous-estimer le niveau de maturité du marketing B2B par rapport au niveau de maturité du marketing B2C. Je pense déjà qu'il y a un enseignement à retenir au travers de ce que Artus nous a dit, au travers de ce que Emmanuel vient de partager, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison de considérer que les professionnels du marketing en B2B ne sont pas
au niveau ou sont en retard par rapport aux professionnels du marketing B2C. Et je pense que les différentes personnes qui sont là vont avoir à cœur de l'affirmer. Pour lancer le débat, moi, j'ai envie de vous poser une question assez basique et dans la continuité de ce qu'on vient de voir. Finalement, est-ce qu'il y a un retard entre les pratiques du marketing B2C, notamment dans la dimension pratique de la relation, de l'expérience client? Est-ce qu'il y a un retard dans ces pratiques par rapport aux pratiques que l'on constate tous en tant que consommateurs? Pour commencer, je propose à Eric, en tant que président de la FRC, de donner son avis là-dessus. Merci, bonsoir à tous. Oui, il y a eu un retard. De toute façon, évidemment que les marques B2C s'y sont prises très tôt. Nous, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on prône justement la relation client et maintenant l'expérience client qui est à définir de façon différente. L'expérience client est devenue une discipline. J'adore ce que Emmanuel dit, parce que c'était l'année dernière, on était à la NRF de New York avec le Hub Institute en Learning Expedition, et le président de Macy's prend la parole et dit, dans le mix marketing, l'expérience client, it's a journey, it's not a destination. Donc c'est un voyage, et c'est devenu plus important que le produit et le prix. C'était tellement fort pour nous. Donc ça faisait 25 ans que justement on attendait que l'expérience client devienne enfin une discipline. Mais oui, bien sûr que le B2C a démarré en premier. Et on l'a vu en France avec des marques qui se sont lancées parce qu'il fallait évidemment d'abord connaître ses clients, les satisfaire et puis les fidéliser. Elles ont commencé dans les mutuelles, elles ont commencé dans les assurances, les banques, les opérateurs télécoms dans les années 95, les fournisseurs d'accès Internet, vous avez tous connu ça. Donc le B2C a pris beaucoup d'avance. Mais, et on le voit dans nos membres de la FRC. C'est très curieux parce qu'au début, on n'avait que du B2C et depuis quelques années, eh bien, on voit des marques comme Saint-Gobain qui s'intéressent à l'expérience client, qui nomment des directeurs expérience client, qui investissent dans l'expérience client. On voit des marques comme, ici à Antalis, il y a Butagaz, mais évidemment qu'on a de plus en plus de retail et de plus en plus de B2B. Il y a un chiffre qui m'a frappé dans ce que tu as dit, Emmanuel, c'est 8 000 milliards d'investissements en expérience client. Moi, je citais toujours le chiffre de 500 milliards par an investis dans les médias et 10 milliards uniquement dans l'expérience client. Donc je vais revoir mes chiffres, je vais essayer de les retravailler et ça prouve bien que le B2B s'y met. Alors j'ai quelques études aussi, je ne sais pas si on reprend la parole après, mais je peux vous livrer quelques différences. C'est une conversation. C'est une conversation, d'accord. Bon, déjà en B2B, ce qu'on observe dans nos membres, c'est que les cycles d'achat sont beaucoup plus longs, il y a beaucoup plus d'interactions, il y a beaucoup plus d'acteurs, il y a des prescripteurs, il y a des partenaires, les utilisateurs, les acheteurs, c'est souvent le DAF qui paye, mais c'est le directeur des opérations qui utilise. Donc il y a plus de parties prenantes. Il y a beaucoup moins de clients. Donc le chiffre d'affaires qui est fait sur beaucoup moins de clients, évidemment, l'obsession du B2B, c'est la fidélisation. Alors on a fait des chiffres l'année dernière, on a fait une étude l'année dernière avec Forrester. Donc 70% des... Alors tu avais d'autres chiffres tout à l'heure, mais 70% des entreprises en B2B aujourd'hui considèrent que le plus important c'est le customer care, les customer expectations. Donc ça c'est des chiffres très nouveaux, quoi. Hein. Donc oui, ils s'y mettent, quoi. Et améliorer l'expérience client, c'est 62% des entreprises qui considèrent qu'il faut améliorer à 62% leur expérience client. Autre chiffre sur la fidélité. 15% des clients plus fidèles contribuent à 60% des ventes. Et une augmentation de la fidélisation, ça celui-là, notez-le, quoi. 1% de points supplémentaires en fidélisation, ça entraîne une réduction des coûts de 10%. Donc ça c'est vraiment très B2B. 81% des clients B2B indiquent qu'un service personnalisé influence leur fidélité. Donc eux aussi ils se mettent dans la personnalisation. Le B2B est en train d'utiliser de plus en plus aussi les outils qu'on connaît, que vous avez tous, même les WhatsApp, les Messenger, etc. Faire beaucoup de notifications, beaucoup d'alertes. Le contact humain reste fondamental en B2B. Ça c'est aussi ce qu'on note. Et la diffusion de la culture client, c'est toi qui en as parlé. Elle est dans toutes les strates et dans une entreprise en B2B, la logistique, le DAF, le DRH, tout le monde est concerné aujourd'hui pour être en contact client. Donc chaque moment d'interaction peut être un prétexte justement à fidélité. Donc oui, elles s'y mettent, elles ont du retard, mais il n'y a pas à rougir aujourd'hui. On les voit tout arriver et à investir fortement. Alors justement, Damien et Franck, on va vous passer la parole successivement. Est-ce que vous vous sentez complexé
par rapport à l'environnement du B2C, ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment de pouvoir matérialiser des choses, des réalisations, des stratégies, des mises en œuvre d'outils qui font que vous considérez être en avance sur les pratiques du B2C? En fait, c'est une question qui est assez amusante. Moi, j'ai un background qui est très B2C. J'ai fait beaucoup de marketing dans les services avant de prendre en charge des call centers, des opérations. Et puis, je découvre depuis quelques années du B2B, du B2B2C, etc. Et je trouve que quand je vois mes équipes, il y a beaucoup de fantasmes partagés. C'est-à-dire que globalement, le B2B fantasme un peu le B2C et réciproquement. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, et ça a été abordé aussi bien par toi, Olivier, que par Artus, par Eric, on a une vraie convergence. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des savoir-faire. C'est marrant parce que je pense que moi, aujourd'hui, ce dont je rêvais déjà il y a quelques années dans mes plus grands rêves en B2C, c'est de pouvoir délivrer en relation client ce qui était capable de délivrer un vendeur en B2B qui pouvait personnaliser la relation, qui pouvait avoir ce lien, connaître par cœur son client, l'inviter autour d'un déjeuner pour lui parler de ses hobbies, etc. Donc en fait, on voit qu'aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent d'aller vers ça aussi au B2C. Mais finalement, voilà, et encore une fois, finalement, quand on regarde, je trouve qu'il y a surtout une convergence entre le B2B et le B2C sur des enjeux communs. Il y a des technologies aujourd'hui qui sont de plus en plus partagées. On a parlé des outils, on a parlé de la data qui est partout. Je pense que ça aussi, on est dans un monde de data et qu'on n'a jamais eu autant d'indicateurs décisionnels que ce soit en B2B ou en B2C. Et finalement, chacun regarde un peu l'autre en lui essayant de répliquer sur ce qui fait de mieux. Donc cette relation personnalisée qui est un peu le mythe du B2C, ce fameux one-to-one dont tu parlais, l'ultra-personnalisation. Hein. Je me rappelle une époque, chez les opérateurs télécoms, on disait, bon, déjà si on arrive à faire du one-to-few, ce sera déjà pas mal. Et inversement, effectivement, le B2B... non, pas de non. Mais effectivement, le B2B regarde avec parfois un peu d'envie les outils, tout ce qui a été pu mettre en place par le B2C, qui souvent avait une meilleure maîtrise de la data en amont. Paradoxalement, alors qu'on n'a jamais eu autant d'outils et de matières qu'aujourd'hui, je trouve qu'on revient sur des choses finalement assez basiques. Tous ces outils sont là pourquoi, toute cette matière-là est là pourquoi, elle est là pour nous permettre de faire, ce qu'on disait tout à l'heure, des basiques de la vente et du marketing, bien connaître son client, bien découvrir ses besoins, et puis bien le prendre en charge et essayer de lui amener de la valeur ajoutée, du conseil. Alors voilà, ça nous permet de le faire mieux qu'avant, de le faire à des échelles plus élevées. Mais finalement, quand je vais voir ma boulangère le samedi soir et qu'elle me demande si j'ai pensé à mon pain de campagne pour mon repas avec mes beaux-parents le dimanche midi, parce qu'elle est fermée le dimanche matin, voilà, je pense que quelque part, notre mythe partagé de la relation client ou de l'expérience client entre B2C et B2B, c'est d'arriver à faire ce que fait le commerce de proximité d'une certaine manière. Donc je pense que ça, c'est un axe fort. Et le deuxième axe que moi, je vous partage, c'est que je pense qu'on se parle beaucoup effectivement de l'expérience client. Tu parlais de l'excellence opérationnelle, l'exécution. Moi, je mets beaucoup l'accent sur ces sujets-là avec mes équipes. Je pense qu'encore une fois, la priorité première d'un client en B2B, en B2C, c'est qu'on le prenne en charge et qu'on traite son problème rapidement. Voilà. Après, on peut évidemment mettre la cerise sur le gâteau, mais ne nous trompons pas entre la part de la cerise et la part du gâteau. Et on travaille beaucoup sur la notion de simplicité. Tu parlais tout à l'heure des indicateurs qui étaient un peu nouveaux. Alors nous, pendant des années, on suivait évidemment la satisfaction suite à une interaction, soit en B2B ou en B2C. Quand on arrivait à le suivre en B2B, le NPS, le fameux Net Promoter Score et la recommandation. Et aujourd'hui, on est en train de mesurer avec BVA notre NPS, mais on le fait plus qu'une fois par an à froid. Aujourd'hui, ce qu'on suit au quotidien en B2B comme en B2C, c'est la notion d'effort client. Moi, je pense que là, une valeur première de la société, enfin, en tout cas, ce qui est le plus rare finalement dans notre société, pour le B2B comme pour les clients B2C, c'est le temps. Et je pense que si on arrive déjà à leur simplifier l'existence, à fluidifier, à les prendre en charge encore une fois rapidement et à traiter rapidement les difficultés, on a fait un grand pas. Donc voilà, nous, on a essayé de mesurer ce qui est l'effort client en B2B et en B2C, dans quelle mesure il a dû déployer un effort pour qu'on le prenne en charge, répondre à son besoin. On a encore peu à le faire en France. Je crois que je voyais une étude qui disait qu'il n'y avait que 15% des entreprises en France qui le mesuraient, qu'il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Moi, je pense que voilà, en tout cas, c'est un axe dont je suis assez convaincu, dont je suis assez promoteur. Et je vous le recommande quand on parle de batterie de nouveaux indicateurs. Le Customer Effort, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour fixer process après process l'expérience client qu'on délivre. Franck, chez Antalis, c'est quoi les ingrédients de la performance client, de l'excellence d'exécution du côté du client? Alors déjà, Antalis, je pense que tout le monde connaît Butagaz, mais Antalis c'est peut-être un peu moins connu. Donc Antalis, leader européen, deuxième mondial, des marchés du papier, de l'emballage et de la communication visuelle pour les pros. On est présent sur 41 pays et 2,3 milliards de chiffre d'affaires. Avant de répondre à ta question, je vais répondre à la question initiale qui était le B2B et le B2C. Personnellement, je pense qu'on se pose un peu moins la question et on se pose la question différemment. Je crois qu'il faut d'abord regarder deux éléments. Le premier, c'est le contexte marché, parce que je pense qu'il
Et tu parlais justement de la base de départ tout à l'heure. Et je pense qu'il faut bien, pour aller de A à D, il faut passer par B et C. Et je pense que le contexte marché, il est important parce que moi, j'ai fait ma carrière dans la fourniture de bureaux, notamment aux US. Et si on prend Office Depot versus Staples, on a un contexte marché qui est très particulier. Si vous prenez Antalis, nos concurrents qui vont nous talonner potentiellement dans le digital, ils sont très très loin de notre position de leader. C'est-à-dire qu'on a un facteur temps, on a un facteur d'adaptation de nos process et d'acculturation en interne qui nous donne cette bulle d'oxygène qui nous permet d'anticiper et de préparer le terrain. Et je crois que ça c'est important parce que chaque industrie, chaque marché va avoir son propre contexte qui va accélérer ou non la digitalisation. Le deuxième élément qui est important à prendre en compte, et on l'a vu chez nous, c'est toute la partie de prise en compte de la maturité digitale de sa propre entreprise. Clairement, chez Antalis, on travaille sur des process de change management, d'accompagnement des équipes. Et je pense que dans cet effort-là, prendre en compte l'évolution même de l'acteur de l'entreprise, qui est par exemple le chef de produit traditionnel, celui qui faisait son catalogue annuel, sa gestion de gamme, etc. Aujourd'hui, il est réellement confronté à des nouveaux facteurs de persona, d'inbound marketing, de contribution au social selling, qui clairement redéfinissent la base de travail. Et ça encore, c'est à prendre en compte, sinon on va encore brûler les étapes. Et le côté culturel de la transformation digitale est très important et ne se résume pas à simplement une équation ou une adéquation entre l'outil, puisque nous aussi on travaille brillamment avec des outils Oracle, et des process. Clairement, on est dans cette prise en compte. La deuxième partie de ta question qui contribue au succès de l'expérience client aujourd'hui, nous, notre base de départ, qui n'était pas le cas, c'est quelque chose de récent, qui date de moins d'1 an et demi, c'est vraiment toute la problématique autour du persona. Je pense que le persona, c'est une notion où, pour avoir fait de nombreuses conférences ou échangé avec mes pairs, je crois réellement qu'on entend le persona. Pour moi, c'est un peu la nouvelle sauce tomate à la mode. Je vois tout dans les personas et je pense que les personas, il faut le faire sérieusement. Travailler un persona, c'est travailler sur, bien sûr, ses pain points et ses pratiques, ses sources d'information, ses besoins en termes de... ces besoins qui vont contribuer à cette expérience client que tu as très bien présenté, Olivier. Pour autant, à cette dynamique de persona et d'animation, on retrouve tous les leviers qui ont été décrits, à savoir faire tomber les silos, s'assurer de bien faire travailler les ventes et le marketing. La dynamique de contenu est absolument primordiale, et tu parlais de challenge également. Je pense que nous, enfin, du moins 1 an et demi après avoir lancé le process, et encore une fois, en ayant des outils, etc., le contenu, c'est le challenge principal. Faire du bon contenu pertinent, d'une, ça coûte cher. De deux, c'est compliqué dans une structure où la maturité digitale est en croissance, de diversifier ce contenu, de le rendre de plus en plus pertinent. Parce que plus vous allez alimenter le persona de manière ciblée et contextualisée, c'est un peu comme l'expérience client. Plus vous levez la barre et on va avoir une concurrence perpétuelle autour d'un contenu premium et travailler avec des partenaires éventuels. Donc voilà, aujourd'hui, nos challenges, c'est plutôt autour de cette mise en place de la contextualisation de l'expérience client. J'ai envie de rebondir sur cette question du persona. En fait, le problème du concept de persona, c'est que dans 90% des cas, il est galvaudé, puisqu'il est traité de façon généralement très empirique, alors que quand il est mis en œuvre de façon scientifique, en combinant une véritable logique qualitative exploratoire et en croisant cette logique exploratoire avec des données, et Dieu sait qu'en B2B, autant qu'en B2C, on en dispose, là, dans ces cas-là, on est effectivement capable de ne pas stéréotyper et de définir des individus, non pas seulement à partir de critères sociaux des mots, mais également de données d'usage, de données comportementales qui permettent de caractériser un profil sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour être performant. Au regard de ce qu'on vient de se dire,
Et puis je rebondis aussi sur ce que Artus disait au début. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher aux professionnels du marketing, et en particulier les professionnels du marketing B2B, c'est d'être pragmatique. Et ce pragmatisme, il se traduit souvent dans une logique assez forte d'orientation des actions, des stratégies marketing vers une direction dite performance marketing. Chacun, comment vous voyez la contradiction ou pas d'ailleurs entre cette idée d'un marketing orienté performance et le concept d'expérience client? Contradiction ou pas? Qui a envie de lancer? Contradiction, pas forcément, parce que bien souvent, on peut réconcilier les deux. Alors, c'est une réponse un peu tarte à la crème, mais pas tant que ça. Quand on parlait tout à l'heure de, par exemple, de Customer Care, donc de centre de relations clients, la performance, elle est aussi dans la capacité, je reviens sur cette notion de simplicité, à délivrer rapidement un acte. Donc, par exemple, est-ce que c'est contre-productif d'associer le fait de limiter les coûts d'acquisition en limitant le nombre d'interactions à l'entrée? On en parlait tout à l'heure. Donc d'être le plus efficace possible, soit dans l'entrée en relation, soit dans la résolution d'une problématique. Bon, on joue de manière efficace en limitant ça sur à la fois les coûts et l'expérience client, puisque l'expérience client sont perçue par le client B2B ou B2C d'ailleurs, ça va être un moindre effort pour avoir l'information qu'il souhaitait ou pour avoir accès au wall-off qu'il souhaitait ou la résolution de son problème. Donc les deux sont largement réconciliables. Après, c'est vrai que sur l'expérience client, qu'on le veuille ou non, il y a toujours une forme de pari pascalien. Alors encore, de moins en moins, on a vu les chiffres tout à l'heure qui étaient annoncés par Emmanuel. Pendant longtemps, c'était encore un peu le cas. Je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près tous rassurés sur le fait que, effectivement, les entreprises qui génèrent durablement de la valeur sont celles qui font le choix de l'expérience client. Voilà. Après, le marketing de la performance, est-ce qu'il est contradictoire? Non, de mon point de vue, du coup, c'est réconciliable. Et surtout, c'est réconciliable si on accepte de hacker un peu l'horizon de temps et de pas forcément regarder que des ROI hyper short-termistes. Ce qui est un sujet, effectivement, dans beaucoup d'entreprises qui peuvent évoluer dans des contextes actionnaires, réglementaires, etc., qui nous poussent sur du short terme. Voilà. Si je peux ajouter un mot là-dessus, je le vis en tant que marketeur dans ma propre entreprise. Ça rejoint des points qui ont été soulevés sur la culture de l'entreprise. Et qu'est-ce qui montre qu'on a compris que la profitabilité, la croissance allait s'appuyer d'abord sur l'expérience client avant tout autre différenciateur. Et donc, dans les exemples d'entreprises qui ont réussi à cette prise de conscience, souvent, le PDG est amené sur le terrain pour comprendre ce qui se passe avec les gens qui sont sur le terrain et qui répondent aux clients ou qui prospectent. Et là, en général, il se passe des trucs. S'il écoute vraiment, il ou elle écoute, et il se passe des trucs. Et là, il y a ce déclic qui fait que, ça y est, on a compris enfin que si on continuait à dépenser 5 fois plus pour aller chercher de nouveaux clients, alors qu'en réalité, on pourrait déjà commencer par bien satisfaire ceux qui sont là. Puisque ce qui va compter, je reviens sur mes 4 étoiles, c'est le bouche à oreille et qu'est-ce que les gens qui ont déjà fait l'expérience de votre marque pensent de votre marque et le disent maintenant, c'est disponible, alors on est dans la bonne direction. Et c'est là où ça se rejoint parce qu'effectivement, en tant que marketeur, je le vis aussi, je ne suis mesuré que sur la performance. D'accord ? La façon dont je suis mesuré en interne, c'est combien de pipes tu as mis dans le tuyau, combien tu nous as aidé à faire avancer de deal, on est à quoi en win rate sur les comptes sur lesquels il y a eu des touches marketing par rapport à ceux où il n'y en a pas. Donc je vis ça comme vous. Mais en réalité, sur le moyen et le long terme, c'est autre chose qui va rentrer en ligne de compte. J'aime beaucoup ce que tu disais sur le effortless, parce qu'en fait, s'il y a vraiment quelque chose à viser, c'est le effortless customer experience. C'est vraiment ça. Et quand vous regardez des études qui sont faites sur différentes industries, vous verrez que ce qui est apprécié le plus, à commencer par vous en tant que consommateur, c'est là les marques avec lesquelles vous avez le moins d'efforts à faire pour effectivement faire appel à eux ou utiliser leurs services ou acheter leurs produits. Donc ça se rejoint. Mais il faut une prise de conscience au plus haut niveau, sinon on est la dictature du court terme. Juste en rebond, ça revoit aussi la question, ce que tu évoquais Emmanuel, la fixation des objectifs et ce que tu mets dans la feuille de route des marketeurs. Typiquement, si dans le stick, en tout cas dans les variables de bonus du COMEX ou des équipes, on rajoute des critères qui sont liés à l'upsell, à la loyauté, etc., forcément ça change aussi un peu la donne. C'est-à-dire comment on intègre dans la notion de performance des notions qui sont liées à la fidélisation et à cette notion d'effort client. Je pense que pour essayer de tous vous mettre d'accord, et pour observer une marque, je vais la citer, qui est Coca-Cola et qui est en B2B, 2C,
Je pense que l'expérience client, le marketing, le commercial, bon, il y a eu beaucoup de directions et beaucoup de silos qui se sont un petit peu foutus sur la gueule, pour dire les choses, et voir que la direction digitale aussi est arrivée un peu plus tard pour voir qui allait prendre le pouvoir. Je pense que Coca, il a réglé le problème, il a créé une direction client. Il l'a appelée direction client, qui dépend en effet du PDG. Et ils ont bâti ce qu'ils ont appelé un hub, une tour de contrôle d'observation en fait de tout ce que pouvaient dire les clients sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les forums, etc. Et comme ils étaient coupés de cette relation client puisqu'ils avaient des distributeurs en B2B qui les avaient en direct, ils ont recréé ce lien avec des outils assez incroyables. Je pense qu'il y avait sûrement du Oracle derrière pour analyser évidemment ce qui se donnait. Et donc l'expérience client, le directeur client s'est mis au service du marketing, au service du commercial, au service de la direction générale, pour co-créer les produits. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Life, la petite canette verte qui a été créée à un moment par Coca-Cola. Elle a été co-créée, et même les prénoms que vous voyez sur les bouteilles, tout ça a été co-créé par des clients. Donc les clients sont rentrés dans l'entreprise. Cette direction client est donc cette tour de contrôle qui analyse, qui surveille, qui traque 24 heures sur 24 tout ce qui peut se dire aussi. S'il y a des ballonnements dans le ventre et qu'il y a un tweet qui part, immédiatement c'est traqué pour pouvoir y répondre. Et donc le client est rentré dans l'entreprise par la direction client. Donc le marketing et la direction client ont travaillé main dans la main au service, encore une fois, de la co-création de produits et de services. Et Coca a fini cette phrase. L'année dernière, ils étaient dans un des événements de la FRC, ils nous ont dit un truc très fort, ils nous ont dit le client est devenu un média. Tu te rends compte de dire ça, la puissance que ça a? C'est-à-dire qu'il a une puissance d'influence sur l'ensemble de sa communauté, bien au-delà d'ailleurs, et donc il peut détruire la marque. Il y a une aventure horrible qui se passe en ce moment, et c'est vrai chez les salariés, dans une marque qui s'appelle le Slip français, vous avez dû en entendre parler. Donc cette marque est en train d'être détruite, parce que sur les réseaux sociaux, il y a eu 2-3 bêtises qui sont parties. Donc on ne peut plus s'amuser à faire n'importe quoi. Ils sont en train de s'en sortir. C'est fort. Ils sont en train de s'en sortir. Voilà, il est très fort, Vincent Guibaud, on le connaît bien. Il est en train de remonter Mais c'est terrible comme où un client ou un collaborateur peut demain faire des éléments très négatifs sur une marque, quoi. Et Coca le sait bien. Coca peut être détruit sur un simple tweet qui dit j'ai des ballonnements dans le ventre, il y a trop d'aspartame, j'ai chopé dans une canette un truc qui ne va pas. Donc, il faut faire très attention aujourd'hui. Est-ce que ça matérialise C'était pour vendre la direction client est au service de l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Est-ce que ça matérialise finalement une chose importante, c'est que nous tous, en tant que professionnels du marketing, on a tendance à avoir les yeux qui brillent quand on pense technologie. Et quoi qu'il arrive, la technologie est à la fois un accélérateur, un catalyseur de la performance marketing. Est-ce que ça démontre finalement aussi que c'est un enjeu organisationnel ? Le client, la prise en charge du client, les nouvelles façons d'appréhender le client, c'est aussi une problématique organisationnelle dans l'entreprise. Je sais pas, Franck, tu... Oui, puis je répondrai au point précédent également. Je pense que déjà être un distributeur B2B aujourd'hui, ça ne suffit pas. Enfin, sinon, je bouge des palettes du point A au point B et il n'y a pas vraiment de... Donc il faut mettre l'organisation, et je fais le lien avec ta deuxième question, faut mettre l'entreprise sous tension positive autour de cette dynamique du client, mais surtout de la création de valeur. Et la création de valeur, ce n'est pas simplement ce qui tombe en plus sur la top line et qui se répercute sur la bottom line, c'est surtout être à l'écoute. Donc nous, dans les performances, dans les indicateurs de performance marketing, on essaye d'instaurer davantage la prise en compte via des focus groups, des enquêtes, la voix du client sur ces nouveaux services qu'on peut créer. Et justement, on s'attache dans la digitalisation du groupe à ajouter cette dynamique de service en ligne, qu'elle soit self-service ou alors accompagnée, mais surtout d'avoir justement un moyen d'optimiser les outils qu'on a mis à disposition du client, mais également des collaborateurs. Le deuxième point, c'est bien sûr la génération de leads, comme tu le décrivais, Emmanuel, mais j'ai envie de dire pas de la génération de leads bête et méchant, c'est-à-dire que de la qualification, il faut qu'elle soit vraiment en lien avec soit le programme de social selling qu'on a mis en place, soit des remontées par rapport au contenu, justement pour accélérer et créer un effet de boule de neige sur une génération de leads plus performante. Parce que vous connaissez le débat, le marketing donne des leads qui ne sont pas suffisamment qualifiés, donc c'est pour ça qu'on ne vend pas, bon, etc., etc.
Non, c'est certainement que chez Antalis. Donc, pour boucler mes propos, je pense que ce qui est important, j'en viens à mes premiers commentaires, on en revient au contexte de l'entreprise et à la maturité digitale de l'entreprise. Écouter le client, c'est bien. Écouter le collaborateur, c'est bien, parce que c'est encore mieux, parce que ça permet de réduire le gap entre les ambitions autour du client, de la digitalisation, et la locomotive qu'on va mettre en interne. Parce qu'on a peut-être la locomotive TGV, mais il faut vraiment d'abord bien préparer la gare de départ, avoir un très bon état des lieux. Donc il faut vraiment faire son propre diagnostic et audit sur, encore une fois, la maturité et cette capacité à désiloter l'organisation, à porter des nouveaux process et surtout de faire vivre tout ça. Parce que avoir une politique de contenu adaptée à des personas, tout ça, ça ne se fait pas par un miracle. Donc c'est un travail au quotidien et c'est ça qui va permettre d'alimenter cette dynamique de performance marketing. Nous étions absolument certains, lorsqu'on a réfléchi au fil rouge à tirer tout au long de cette année sur l'expérience client et la relation client, on était absolument certains que ce serait un sujet extrêmement riche. Je pense objectivement qu'on pourrait alimenter le débat pendant encore très très longtemps. Si vous aviez chacun un élément, une idée à retenir, un ingrédient clé, et pourquoi pas que vous allez mettre en œuvre cette année, ce serait quoi pour conclure ? Je peux démarrer. Moi, ce qui m'obsède un petit peu, c'est qu'on arrive à faire reconnaître qu'une entreprise se valorise par l'expérience client. Donc, ça serait de mettre en place un indicateur. Tu as parlé du NPS, du Customer Effort Score. C'est un CX index qui valorise l'entreprise, non pas par des multiples débits, mais peut-être par un peu plus de notions d'expérience client. Ça existe. Une boîte comme Photobox, tous les observateurs de bourse de l'action de Photobox en tiennent compte. Donc ils tiennent compte d'un certain nombre d'indicateurs liés à l'expérience client, voire au capital humain, pour valoriser l'action. Et ça marche. Et donc la performance économique, le chiffre d'affaires augmente et les résultats augmentent en fonction justement de l'investissement d'expérience client des marques. Pas forcément. Vous avez bien compris que j'allais m'attacher évidemment à continuer à suivre ce fameux Customer Effort Score. Après, faire simple, c'est compliqué. Vous vous souvenez de cette phrase de Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication suprême. Ça suppose effectivement de beaucoup se poser de questions sur nos process, notre capacité à réimaginer les choses. Et c'est pas un plan sur une année. L'expérience client, c'est aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi de l'horizon de temps. C'est aussi de la récurrence et de la constance, en fait. C'est deux mots aussi qui m'habitent pas mal. C'est facile d'aller faire des coups, c'est plus dur, encore une fois, c'est plus dur d'arriver à pérenniser. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'on est en train aussi de regarder comment ces sujets d'expérience client peuvent se matcher avec nos enjeux en termes de RSE. Nous, on a une marque qui est très ancrée dans les territoires, qui est très investie forcément par notre métier sur la transition énergétique. Et là aussi, on parlait d'expérience collaborateur. Voilà. Donc c'est des sujets qu'on a essayé aussi de connecter entre eux et sur lesquels on pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Emmanuel ou Franck ? Je pense que nous, l'enjeu 2020, c'est de lier toutes les actions qu'on a initiées depuis 1 an et demi et de créer un ciment autour de différentes actions en cours. Donc je pense que c'est la data qui va jouer ce rôle-là. Alors c'est vrai que de parler de data, c'est pas très sexy. Mais ça fait partie du change management sur lequel j'accompagne également les équipes parce qu'on vient d'un environnement où la data était strictement transactionnelle et on apprend aux équipes, aussi bien marketing que vente, de travailler avec des data comportementales, du profiling plus poussé, y compris lors de l'inscription du client sur notre nouvelle plateforme antalis.fr. Parce que, outre les éléments classiques, adresse de livraison, facturation, dès la création du compte, on demande 3 informations de persona, ce qui nous permet, avant même d'avoir eu une première commande, de connaître le contexte de travail de notre nouvel utilisateur web, ce qui nous permet aussi d'alimenter de manière proactive une invitation à un salon professionnel, à télécharger un livre blanc, à contacter l'un de nos experts. Nous, on travaille notamment sur la communication visuelle sur des produits très techniques. Donc, il est important d'avoir une crédibilité instantanée
Et je pense que le rôle de la data est bien souvent sous-estimé ou alors réduit à ce qui en fait est très embêtant pour tout le monde quand on est dans le commerce, ou alors une chasse gardée de la finance. Et je pense qu'il faut démocratiser la data et surtout la savourer pour justement améliorer cette expérience client. Emmanuel, le mot de la fin, en tout cas de cette table ronde. Savourer la data, oui. Si tu me permets, je vais faire une... Oui, non, c'est très culinaire, mais c'est parce que il y a l'heure du dîner qui approche surtout, donc ça commence à nous travailler. Si tu me permets de faire une conclusion en 2 temps. Une sur l'ambition qu'on a pour vous, et une qui est, pour répondre directement à ta question, ce à quoi je m'attache en 2020. L'ambition pour vous, c'est je pense que la fonction marketing est à un moment clé dans l'histoire des entreprises où on peut absolument prendre le leadership sur l'expérience client. Pourquoi ? Parce qu'on est légitime si on est équipé de la voix des clients. Et on est à un endroit extrêmement privilégié pour pouvoir catalyser l'ensemble des éléments qui constituent la voix des clients. Évidemment, aller bien au-delà de la donnée socio-démographique, mais capturer du réel. Et faites alliance avec les gens qui s'occupent du service client et vous allez commencer à avoir un panorama très complet. Et c'est ce qui va vous emmener à peut-être porter cette chose-là au comité de direction et faire comprendre quelle est la valeur de ce que peut apporter cette démarche pour la croissance et pour la profitabilité de votre entreprise, qui sont en fait le nerf de la guerre, ce qu'on vous demande de faire tous les jours. Donc ça, c'est notre ambition pour vous, en espérant qu'au passage, nous, on vous enlève la dimension technologique comme souci. C'est ça le truc, il ne faut pas que vous embêtiez avec la techno. Il y a des vendeurs de techno pour ça. Mais la démarche, la donnée, vous devez, c'est à vous. Et puis, ce sur quoi, moi personnellement, je me focalise, je suis rentré dans une démarche, j'essaye de faire rentrer dans une démarche à grande échelle Oracle sur le count-based marketing, c'est le sujet suivant, donc c'est une bonne transition. On le fait en one-to-one, en one-to-few et en one-to-many. Je serais ravi aussi de répondre à des questions sur ce sujet-là. Et en fait, ce que je serais en train ce que je voudrais vous passer comme message au niveau de ce sur quoi je me concentre, c'est qu'en fait, la difficulté en B2B, c'est la difficulté en B2C puissance 6 ou 17. Je m'explique. Un cercle de décision en entreprise en moyenne est entre 7 et 17 personnes. Le B2C se focalise sur des décisions qui sont prises par un individu, voire un foyer, mais rarement plus. Et donc, on a cette complexité. Et donc, un décideur en entreprise, il fait partie de plusieurs cercles de décision. Donc, mon ambition pour 2020, c'est d'arriver à descendre la granularité de notre account-based marketing au cercle de décision et prendre en compte dans quel contexte est l'individu, parce qu'il peut participer à plusieurs cercles de décision. C'est ça mon challenge pour 2020. Et je ne pouvais pas rêver de meilleur passage de témoin, Emmanuel, que celui que tu viens de faire. Et donc, je vous remercie. Je vous propose d'applaudir notre maître speaker.